Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la 18e enquête que j'ai menée sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Le conflit israélo-palestinien des origines à nos jours. Alors, je fais cette enquête. En fait, j'ai fait cette enquête parce que il y a eu notamment des gens qui m'ont traité, voilà, de je ne sais quel nom d'oiseau. Et j'ai essayé ici d'être le plus objectif possible concernant ce conflit. Alors j'ai essayé de mener mes recherches parce que ce conflit est important à analyser puisque, comme j'ai pu l'expliquer à maintes et maintes fois, les, les extra-européens qui sont sur le sol européen sont, je veux dire qu'ils sont beaucoup plus pour la Palestine que pour Israël, vous vous en doutez. Et donc, le problème, c'est que lorsqu'on prend une position sur ce conflit-là, vous vous en doutez bien, malheureusement, ça crée des tensions énormes. Et donc, je vais tenter, comme je peux, de revenir aux origines de ces deux peuples et de voir quelles furent les causes qui ont pu mener à ce qu'ils s'affrontent dans ce conflit qui est malheureusement si sanglant aujourd'hui. Tout d'abord, revenons dans le passé lointain, en Égypte antique, où le peuple juif est asservi par les Égyptiens. Moïse va avoir comme mission, notamment de Dieu, de délivrer le peuple juif du joug de Pharaon. Par la suite, il va expliquer à Pharaon que s'il continue dans sa folie, il y aura des malheurs qui vont s'abattre sur l'Égypte. Moïse, après qu'il y eut les plaies d'Égypte, va avec son peuple s'aventurer pendant un très long moment dans le désert pour aller jusqu'en terre promise. Mais arrivé à la mer Rouge, des troupes de Pharaon arrivent et Dieu va faire un nouveau miracle en séparant la mer Rouge en deux. Par la suite, Moïse va se rendre tout au-dessus du mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. N'oublions pas que il a entendu Dieu pour la première fois, il a été au mont Sinaï et c'était là où il a vu notamment le buisson ardent. Donc, il allait au-dessus du mont Sinaï et en revenant, les Juifs ont fait fondre les bijoux en or et ont érigé un veau d'or et l'ont vénéré. Furieux, Moïse va envoyer les tables de la loi sur le veau d'or qui va exploser à l'impact. Dieu va punir cette génération qui a été pervertie par le vice et même Moïse ne verra jamais la terre promise. Il mourra avant. L'exode aurait eu lieu entre 1300 et 1200 avant Jésus-Christ, selon les historiens, et je parlerai notamment ici de Canaan, qui est en gros sur le territoire à l'époque qui contenait Israël et la Palestine actuelle. C'est pour ça que je parlerai dans cette enquête de Canaan, pour que ça soit plus simple, concernant la réalité historique. Mais bien avant que les Arabes ne s'installent, notamment avec la conquête musulmane, il y avait déjà, lorsque les Hébreux étaient arrivés en terre promise, des Cananéens, des Jébusites, des Philistins de Crète, des Grecs anatoliens et des Helléniques. Remontons plus loin dans le temps. Avec l'expulsion des Juifs de Judée par les Romains en 135 de notre ère, il y eut des Juifs qui à cette époque étaient partis de leur plein gré, notamment à cause de raisons économiques, et puis l'émigration forcée imposée par les Romains aux Juifs, notamment car ils s'étaient révoltés contre leur autorité. Après la chute de l'Empire romain au 5e siècle de notre ère, la région est sous la domination de la préfecture d'Orient, sous la domination de l'Empire romain d'Orient, toujours debout. Durant la conquête musulmane, l'interdiction des Juifs de revenir dans leurs terres par les Romains est levée par les musulmans, qui autorisent une tolérance religieuse en échange d'un tribut pour les chrétiens et les Juifs. C'est en 1071, avec la conquête des Turcs séleucides et de la persécution des Juifs et des chrétiens, que les croisades vont arriver en 1095. Baudouin Ier va fonder en 1100 le royaume de Jérusalem. Durant cette époque, les Juifs sont tolérés, mais les musulmans interdits. Pourtant, au fil du temps, une communauté musulmane va se reconstituer.
Et puis donc, le royaume de Jérusalem, qui occupait une partie du territoire d'Israël et de la Palestine actuelle, qui, avec le temps, donc voilà, il y a eu Saladin qui a conquis le territoire en 1187, et en 1244, il y a eu les Mongols qui sont arrivés au Moyen-Orient. Le territoire va par la suite être conquis par les Mamelouks qui vont chasser les Mongols. Les Mamelouks, qui étaient un peuple venant d'Égypte et qui se sont installés en Judée, vont être éjectés par les Ottomans en 1516. Durant 4 siècles, la région de Canaan va être dominée par les Ottomans. Au XIXe siècle, il y a quelques colonies juives, mais d'autres vont s'ajouter, notamment celles il y a eu notamment des Juifs qui venaient de Russie, et c'est en 1896 que va naître politiquement et véritablement le sionisme avec Theodor Herzl qui publie l'ouvrage L'État juif. Par la suite, après la Première Guerre mondiale, les Ottomans sont éjectés de la péninsule arabique et les Britanniques vont poser les bases de la création d'un État juif, notamment avec la déclaration Balfour. Après la Seconde Guerre mondiale, à cause notamment de la déclaration Balfour, euh, et aussi avec les émeutes qui étaient de plus en plus fortes au sein du mandat britannique, que la Société des Nations lui avait donné en 1922, donc le Royaume-Uni quitte le territoire. C'est finalement après que les Britanniques soient partis en 1948 que les Nations Unies décident de la solution à 2 États qui a offert aux Israéliens 55% du territoire de la Palestine et 45% pour les Arabes. Par la suite, les pays arabes vont attaquer Israël, qui grâce à l'aide internationale va vaincre la Ligue arabe. Par la suite, en 1956, l'Égypte et Israël vont tenter de s'emparer du canal de Suède qui va vite être mis à mal par l'ultimatum franco-britannique qui voyait leurs intérêts menacés. L'ONU va mettre fin à cette querelle en remettant la ligne de démarcation entre Israël et l'Égypte. Concernant la troisième guerre israélo-arabe, les Égyptiens sont munis et conseillés par les Soviétiques tandis que les Français font de même avec Israël. Celle-ci réussit à aller jusqu'à Damas et Israël va occuper la région du Sinaï, du Golan et la Cisjordanie et va se retirer de ces territoires en échange que les pays arabes, grâce à la résolution 242 de l'ONU, reconnaissent Israël. Concernant la quatrième guerre israélo-arabe, celle-ci, donc en gros, durant ce conflit, Israël n'a pas réussi à compléter sa conscription et donc les forces syriennes ont perdu dans le conflit une majorité de leur équipement. Et même si l'aviation égyptienne était supérieure et soutenue par l'envoi de divisions de pays comme le Maroc, l'Algérie ou l'Irak, les Israéliens ont bénéficié du pont aérien des Américains qui leur ont permis de capturer Suez et donc finalement d'encercler la troisième armée égyptienne. Henry Kissinger a été voir les soviétiques pour une résolution de cessez-le-feu immédiat qui par la suite sera appliquée avec l'envoi de 7000 casques bleus. Que dire des crimes et horreurs commises par les deux belligérants? Depuis 1988, le Hamas a appelé au génocide des Juifs. Les massacres du Hamas sont des actes de génocide et ceux-là ne furent pas les seuls. Il y eut notamment l'Iran, le Hezbollah et le djihad islamique. En plus de ces crimes abominables, il y avait aussi les prises d'otages, les boucliers humains, le Hamas qui a aussi travesti des hôpitaux en base militaire pour que Israël ne les frappe pas, les tirs de roquettes, l'utilisation d'enfants soldats. Certains de ces crimes horribles prirent place lors de la terrible journée du 7 octobre, comme par exemple les prises d'otages ou les tirs de roquettes. Concernant le gouvernement israélien, celui-ci a fait des bombardements de civils, des punitions collectives, n'a pas respecté la neutralité médicale, les évacuations forcées, les attaques au phosphore blanc, l'exécution de Palestiniens s'étant rendue, concernant les allégations de génocide qui auraient lieu en ce moment dans la bande de Gaza, il n'y a pas assez de preuves qui iraient dans ce sens et de toute façon, personnellement, je n'y crois pas, car comment serait-il possible que les sionistes commettent un génocide alors même qu'ils ont subi l'Holocauste? C'est inconcevable. En 1993, furent signés les accords d'Oslo entre les Palestiniens qui furent représentés par Yasser Arafat et les Israéliens représentés par Yitzhak Rabin. Deux hommes qui pourtant tout opposaient par la suite, parce que
parce qu'en fait, Yitzhak Rabin avait des propos très durs envers les manifestants palestiniens, mais d'un autre côté, les Israéliens faisaient, les Palestiniens faisaient des attentats. Donc c'était très violent des deux côtés. Et donc deux hommes qui pourtant tout opposaient. Et donc par la suite, il y avait une résolution qui allait donner des zones d'autonomie, euh, je veux dire aux Palestiniens notamment, qui allait être mettre en place. Je vais y, je vais y arriver. Des zones d'autonomie qui allaient être mises en place. Et en plus, par la suite, malheureusement, les extrémistes des deux bords sont passés à l'attaque, par exemple, avec des attentats du côté, notamment des extrémistes palestiniens, et d'un autre côté, dans des attaques dans des mosquées du côté des extrémistes israéliens. Yitzhak Rabin avait été assassiné, ralentissant le processus de paix. En plus de cela, en 2004, Yasser Arafat décède dans un accident de circulation. En plus de cela, son successeur, qui était favorable à la normalisation des bonnes relations entre les deux États, subira un coup d'État des islamistes du Hamas en 2007. Finalement, qui est le plus légitime entre la Palestine ou Israël? Les deux le sont d'un côté une civilisation judaïque qui est restée là pendant plus de 1300 à 1400 ans, si on compte quasiment un siècle depuis la fondation d'Israël, et les Arabes qui ont conquis la région en 637 et qui sont restés quasiment jusqu'à présent, sont restés, tout comme les Juifs, cela veut dire 1300 à 1400 ans sur le territoire. En tout cas, voilà. À très bientôt pour une très prochaine vidéo.